Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux que la semaine dernière. Alors merci d'être venus pour cette deuxième et dernière conférence du cycle consacré à la politique américaine. Alors avant toute chose, je me permets de préciser que cette conférence est filmée. Donc s'il y a des personnes qui ne souhaitent pas apparaître sur l'image, qu'elles viennent nous voir à la fin et on se débrouillera pour flouter vos visages ou supprimer les blancs où vous êtes dessus, il n'y a aucun problème, mais n'hésitez pas à venir nous le dire. Je laisse la parole à Alban. Bonjour tout le monde. Léa Chevrolier travaille sous la direction de Nicolas Gachon dans le cadre de sa thèse. Son travail se concentre sur l'histoire et l'évolution du libéralisme démocrate, en particulier depuis la présidence de Bill Clinton. Elle s'intéresse également à la question du populisme et à la gauche états-unienne. Donc maintenant, vous pouvez commencer votre conférence. Merci beaucoup à tous les étudiants de l'IRIS qui ont participé à l'organisation de ce cycle de conférences. Et merci aussi à Nicolas d'avoir commencé à présenter mon sujet de thèse la semaine dernière, assez longuement. Donc, comme Nicolas l'a expliqué la semaine dernière, mon travail porte sur le libéralisme démocrate et sur les tensions entre les grassroots, donc entre les militants de terrain, et l'establishment du Parti démocrate, c'est-à-dire son état-major, ce que Nicolas appelait son état-major, donc le Comité national démocrate, mais aussi ses grandes figures et ses grands élus. Donc l'objectif de cette présentation sera de montrer en quoi les campagnes de Bernie Sanders pour la nomination démocrate en 2016 et 2020 ont été révélatrices d'une lutte intestine au sein du Parti démocrate pour la redéfinition de son corps de doctrine, de son idéologie. Donc dans un premier temps, je vais revenir assez brièvement sur la notion de populisme avant d'aborder le cas spécifique du Parti populiste états-unien. J'aborderai ensuite la question de l'évolution du libéralisme démocrate pour mettre en lumière la manière dont le Parti démocrate s'est peu à peu éloigné de sa réputation de parti du peuple durant les dernières décennies du XXe siècle. Et dans la dernière partie, je m'intéresserai à la figure donc de Bernie Sanders et à son projet de redéfinition du libéralisme démocrate. Donc quelques mots d'abord rapides sur la notion de populisme. Donc la notion de populisme a une histoire intellectuelle très complexe. Elle a fait l'objet et continue à faire l'objet d'un long débat universitaire qui a mis en lumière une myriade d'interprétations différentes et d'approches différentes. Donc le populisme, comme la démocratie, comme également la notion de souveraineté populaire, fait partie de ce que Walter Bryce Galley a surnommé les concepts essentiellement contestés, c'est-à-dire un concept qui suscite des interprétations multiples, souvent contradictoires, mais toutes légitimes. Dans les mots de l'historien Charles Postel, le populisme incarne en effet un concept intrinsèquement complexe et dont le sens est instable, malléable et dépend fondamentalement du contexte d'utilisation. Si la notion de populisme a été étudiée sous différents angles, et s'il apparaît comme un phénomène à géométrie extrêmement variable, l'approche dominante, qui est dite idéationnelle en sciences sociales aujourd'hui, est celle avancée par deux politologues, vous avez leur nom au tableau, Cass Mudd et Cristóbal Rovira Caldwasser, qui dans leur petit ouvrage intitulé Populism, A Very Short Introduction, qui a été publié en 2017, définissent le populisme comme une idéologie mince, en anglais a thin ideology, qui se trouve sous-tendue par un clivage entre d'une part le peuple pur et d'autre part l'élite corrompue, et selon laquelle la politique devrait être l'expression de la volonté générale du peuple. Contrairement aux idéologies qui sont dites épaisses, comme le conservatisme ou le socialisme par exemple, le populisme correspond à une idéologie que l'on peut qualifier d'incomplète, ce qui l'oblige à se rattacher à une idéologie forte, qui devient son idéologie haute et lui donne une orientation politique. On peut ainsi vraisemblablement distinguer les populismes de gauche de ceux qui s'inscrivent dans une logique conservatrice, donc de droite. Donc populisme de gauche, populisme de droite. Le populisme entretient par ailleurs un lien extrêmement étroit et controversé avec la notion de démocratie. Donc de manière très simplifiée, certains universitaires estiment que le populisme serait un danger pour la démocratie. Jean-Werner Müller, notamment, son nom est au tableau, affirme que le populisme représenterait un phénomène éminemment antidémocratique, antipluraliste, moraliste et dangereux.
Le populisme, explique-t-il, déforme le processus démocratique car les populistes véhiculent une vision extrêmement restrictive du peuple dont ils se réclament les représentants exclusifs. De manière alternative, un certain nombre de théoriciens, dont Mudd et Karl Vasse, dont je parlais tout à l'heure, estiment que si le populisme n'est pas en soi antidémocratique, il serait toutefois illibéral, en cela qu'il s'opposerait à la démocratie représentative et à l'état de droit. Pour Mudd et Karl Vasse, le populisme est, je cite, essentiellement démocratique, mais en désaccord avec la démocratie libérale. Le populisme estime que rien ne devrait entraver la volonté du peuple pur et rejette fondamentalement les notions de pluralisme et de ce fait de droit des minorités ainsi que les garanties institutionnelles qui servent à les protéger. Selon eux, le populisme peut, en fonction de sa force électorale et du contexte dans lequel il intervient, représenter tout aussi bien un danger qu'un correctif pour la démocratie. Dans mon travail, j'analyse le populisme comme l'expression d'une crise de la représentation politique, laquelle se manifeste par une déconnexion réelle et ou ressentie entre les représentés et leurs représentants. Dans cette optique, tout mouvement populiste puise sa raison d'être dans une tension inhérente au système démocratique, au système de démocratie représentative, entre idéaux et pratiques démocratiques, entre une promesse de souveraineté populaire d'un côté et des entraves à cette souveraineté de l'autre. Le populisme, qu'il soit de droite ou de gauche, se niche donc au cœur de ces tensions, et c'est en ce sens qu'il peut être compris comme une réponse à la crise de la démocratie représentative. En fonction de la manière dont est défini le peuple, et donc en fonction de son orientation politique, qu'il soit de droite ou de gauche, le populisme peut donc soit servir de remède à l'excès d'élitisme du système et donner à voir les carences de la démocratie représentative, ou il peut au contraire représenter un danger pour celle-ci, notamment dans sa variante ethno-nationaliste, laquelle véhicule une vision restrictive du peuple. Son effet dépend donc largement de son association à une idéologie et à un projet politique. Donc, si dans le contexte européen, le terme de populisme recouvre généralement des connotations négatives, se trouvant régulièrement associé à l'extrême droite et à l'idée de démagogie, voire de racisme, le terme a largement échappé à cette acception dans le contexte états-unien, où au moins jusque dans les années 2000, il tendait à être doté de connotations positives et se trouvait généralement associé à la gauche. Ces connotations positives remontent en réalité au mouvement populiste de la fin du XIXe siècle, lequel entendait fomenter une alliance des producteurs contre les plutocrates. Dans un contexte marqué tout à la fois par une forte croissance économique et par l'accroissement des inégalités, ainsi que par le développement d'une idéologie non interventionniste, à laquelle souscrivaient les représentants des deux partis politiques, des fermiers, en s'alliant avec des organisations syndicales et des travailleurs, décidèrent de former leur propre parti politique, le People's Party ou Populist Party. On a les deux noms. Au moment de la création du parti, les populistes adoptèrent leur propre plateforme politique, surnommée la plateforme d'Omaha. Conçue comme une seconde déclaration d'indépendance, ce document faisait état d'une démocratie en crise et dénonçait les inégalités économiques qui avaient, selon les populistes, abouti à une nation divisée en deux classes, celle des clochards, Trumps, et celle des millionnaires. En effet, le populisme représenta en premier lieu une réaction au développement de l'idéologie capitaliste de la fin du XIXe siècle et aux inégalités économiques engendrées par celle-ci. En employant une rhétorique de lutte des classes opposant le peuple aux élites, les populistes cherchèrent à promouvoir une vision égalitariste, ancrée dans une volonté de régulation du système capitaliste. En même temps, la dénonciation des inégalités engendrées par le capitalisme se trouvait sous-tendue par le diagnostic d'une crise de la démocratie. Pour les populistes, les monopoles capitalistes, qui s'étaient développés durant les dernières décennies du XIXe siècle, avaient précisément mis en danger la promesse démocratique énoncée par la Constitution. L'enjeu crucial était donc de restituer au peuple le contrôle du pays et du système capitaliste, comme suggéré dans le préambule de la plateforme, laquelle entendait, et je cite,
vous avez la citation en anglais, « restituer le contrôle du gouvernement au petit peuple ». Tout en défendant la nécessité de rompre avec le statu quo, les populistes ont donc pris soin de s'inscrire rhétoriquement dans le sillon de la tradition politique états-unienne. Leur programme appelait notamment à la reconnaissance des syndicats, à une élection directe des sénateurs, qui jusqu'en 1912 étaient élus par les législatures d'État, à l'instauration de l'industrie des chemins de fer ou encore au droit de vote des femmes. Contrairement aux socialistes, les populistes entendaient donc réformer le système capitaliste et non l'abolir. À ce titre, on peut effectivement considérer que le populisme jeta les bases du libéralisme moderne et d'une tradition populiste de gauche, proprement américaine, qui, dans l'analyse de l'historien Michael Kazin, a permis aux citoyens de protester contre les inégalités sociales et économiques sans toutefois remettre en cause le système tout entier. Le système capitaliste tout entier. Donc, dans une large mesure, la réputation du Parti démocrate comme incarnant les intérêts des travailleurs est le résultat d'un processus de cooptation du message populiste, processus qui fut initié durant la campagne présidentielle de 1896, durant laquelle le Parti populiste, le People's Party, a lié son sort à celui du Parti démocrate en endossant la nomination du démocrate William Jennings Bryan. En se présentant comme le porte-parole des intérêts du peuple contre ceux des puissants, et donc en mobilisant un discours de classe, Bryan a contribué à profondément redéfinir l'identité du Parti démocrate. Dans son célèbre discours de la Croix d'Argent, Cross of Gold Speech en anglais, prononcé lors de la Convention nationale du Parti démocrate en 1896, Bryan annonça que le Parti démocrate se définissait fondamentalement par son rôle de protecteur du peuple. Au demeurant, Bryan s'inscrivit dans le sillage des populistes en positionnant le Parti démocrate en porte-à-faux avec les principes non interventionnistes vantés par l'idéologie capitaliste de l'époque. Pour Bryan, le gouvernement se devait au bas mot de veiller à ce que l'économie fonctionne pour tous et pas seulement pour les puissants. Et c'est finalement sous la présidence de Franklin Roosevelt, et Nicolas en parlait la semaine dernière, que la réputation du Parti démocrate en tant que parti du peuple fut définitivement fixée dans l'opinion publique. En cooptant à son tour la rhétorique et l'idéologie populiste, Roosevelt redéfinit profondément le libéralisme démocrate, lequel devint dès lors associé à un prisme égalitariste et abjura son hostilité vis-à-vis de l'interventionnisme gouvernemental. Partant, le libéralisme vint à signaler une volonté d'assurer, dans les mots de Roosevelt, je cite, « le plus grand bien au plus grand nombre de nos concitoyens ». Et il devint synonyme d'interventionnisme gouvernemental destiné à protéger les citoyens contre les risques inhérents au système capitaliste. Donc cette définition de la tradition libérale, si elle influença fortement les politiques publiques des présidents démocrates comme républicains, au moins jusqu'à la fin des années 60, fut toutefois fondamentalement remise en question durant les dernières décennies du XXe siècle. En effet, le contexte économique des années 1970 contribua à décrédibiliser la montée du conservatisme et força le Parti démocrate à endosser une posture essentiellement réactive qui mena sur le plan économique à une relative convergence idéologique des deux partis autour d'une forme de néolibéralisme. Au sein du Parti démocrate, ce tournant néolibéral fut amorcé dès la présidence de Jimmy Carter, 1977-1981, laquelle mena notamment à la déréglementation de certaines industries clés, telles que le transport et la finance, et fut caractérisée par une volonté d'endosser certains préceptes conservateurs, en particulier dans le domaine de l'économie. Ce fut véritablement sous l'égide de Bill Clinton, lequel avait fait campagne sous l'étiquette de Nouveau démocrate, que le Parti démocrate endossa ouvertement une idéologie de facture néolibérale qui participa à infléchir le centre de gravité du libéralisme démocrate. Le Parti démocrate délaissa dans une large mesure la notion de solidarité collective qui avait sous-tendu le libéralisme hérité du New Deal et endossa une idéologie de responsabilité individuelle. Dans son discours sur l'état de l'Union prononcé en janvier 1996, et que Nicolas a cité la semaine dernière,
Clinton avait indiqué sa volonté de prendre ses distances avec la tradition libérale associée à Roosevelt, lorsque, faisant écho à Reagan, il avait annoncé la fin de l'ère du Big Government. Dans cette optique néolibérale, que Clinton contribua à populariser, l'intervention gouvernementale était désormais justifiée lorsque celle-ci visait à soutenir les marchés, et une perspective méritocratique supplanta la vocation du libéralisme à assurer une protection collective contre les risques inhérents au système capitaliste. Sous l'égide de Bill Clinton, les démocrates abdiquèrent donc dans une large mesure leur identité populiste, plongeant le parti dans une crise identitaire profonde. Celle-ci fut également alimentée par des évolutions ayant trait à la coalition démocrate. Les années 1990 amorcèrent en effet le processus dit de banlieusisation du Parti démocrate, lequel aboutit à une reconfiguration majeure de sa coalition électorale. Dans une large mesure, les préoccupations essentiellement individualistes des habitants des banlieues, les suburban liberals, plus aisés et plus éduqués que la coalition traditionnelle du Parti démocrate, occultèrent celle de la classe ouvrière et un libéralisme de type qualitatif, centré sur des enjeux post-matérialistes, vint sous-tendre le développement d'un libéralisme économique recentré. L'avènement d'une coalition hétéroclite, rassemblant des électeurs issus à la fois des milieux aisés et modestes, empêcha par ailleurs la formulation d'un message politique unitaire et cohérent. Dans une large mesure, l'individualisme et l'idéologie méritocratique associée aux habitants des banlieues prirent le pas sur l'universalisme et la promotion de la justice sociale associée au New Deal, donnant lieu à un corps de doctrine fortement édulcoré. En renonçant à la classe ouvrière comme point d'ancrage idéologique, le Parti démocrate abdiqua l'identité collective qui lui avait donné une cohérence idéologique, et la défense du travailleur, lequel avait constitué le repère historique du Parti démocrate depuis Roosevelt, laissa place à la défense d'identités particulières. Mais si l'establishment, et ça, pareil, Nicolas en a parlé la semaine dernière, si l'establishment du parti a effectivement embrassé un libéralisme centriste, la base électorale du parti, elle, est restée fermement ancrée à gauche, alimentant de fait une crise de la représentation au sein du Parti démocrate. Et donc la présidence de Barack Obama a largement déçu les grassroots, ça aussi vous l'avez déjà entendu la semaine dernière, en témoigne l'émergence durant sa présidence de mouvements sociaux clairement ancrés à gauche, tels que Occupy Wall Street ou Black Lives Matter, pour ne citer que les deux plus importants. Ces mouvements ont mis en lumière le sentiment de frustration de la base militante vis-à-vis de l'establishment du Parti démocrate, et plus précisément du président Obama, qui, malgré une rhétorique volontariste, une rhétorique de changement, endossa une politique centriste qui ne visait pas à fondamentalement remettre en question le statu quo. Et c'est précisément ce contexte de désaffection des grassroots vis-à-vis de l'establishment démocrate qui permet d'expliquer la popularité de Bernie Sanders auprès d'une frange de l'électorat démocrate. Et j'en viens donc au populisme de Bernie Sanders. Je ne vais pas détailler la partie de sa carrière politique d'avant 2016. Si vous êtes intéressé par ce sujet, je vous laisse aller consulter l'ouvrage de Nicolas Gachon à ce sujet. Moi, je me concentrerai davantage sur la partie à partir de 2007. Donc, ces campagnes pour la nomination du Parti démocrate. Donc, juste quelques mots pour vous donner une idée. Donc, avant d'être candidat à l'investiture démocrate, la longue carrière politique de Bernie Sanders a débuté dans les années 1980. Il a été élu à 3 reprises maire de la ville de Burlington, dans l'État du Vermont, entre 1981 et 1989. Il devient représentant de ce même État en 1991 et le restera pendant 16 ans, puis sénateur en 2007, soit depuis 17 ans. Sanders se revendique indépendant, pas démocrate. En 2016, alors âgé de 74 ans, il se présente pour la première fois aux primaires du Parti démocrate afin de proposer une alternative politique à Hillary Clinton, et il se représentera 4 ans plus tard, en 2020, et rivalisera cette fois-ci avec l'actuel président des États-Unis, Joe Biden. La carrière politique de Bernie Sanders se distingue tout particulièrement par la remarquable constance de son message politique, lequel est globalement resté inchangé depuis 40 ans.
Il se caractérise notamment par une critique virulente du système capitaliste et par une volonté de réactiver une tradition égalitariste qu'il juge avoir été marginalisée au sein du débat public. Donc l'une des grandes réussites de Bernie Sanders aura été de parvenir à repopulariser un discours de classe et un programme politique fermement arrimé à gauche. Donc pour pallier la faillite intellectuelle du Parti démocrate, pour lui redonner une boussole idéologique et offrir une véritable alternative de gauche au néolibéralisme, Sanders entend en effet réinfuser un discours de lutte des classes et un message égalitariste au cœur du libéralisme démocrate. Et pour ce faire, Bernie Sanders a pu s'appuyer sur le précédent posé par le mouvement Occupy Wall Street, lequel avait émergé en 2011, dans le but de dénoncer les effets de la crise financière et économique de 2008, ainsi que sa gestion par l'administration de Barack Obama. Malgré le caractère éphémère du mouvement, celui-ci est toutefois parvenu à repopulariser un discours de classe longtemps évincé par le Parti démocrate. À travers le slogan des 99%, Occupy Wall Street a imposé la question des inégalités de richesse au cœur du débat public et a ainsi fourni à Bernie Sanders une grille de lecture efficace pour véhiculer son propre message politique. Donc, au fil de ses discours, Sanders souligne avec insistance le niveau grotesque atteint par les inégalités économiques dans le pays et dénonce la manière dont le creusement des inégalités a mené à un système politique oligarchique où le pouvoir politique se retrouve concentré entre les mains d'une petite élite, les 0,1%. Cette critique morale du système capitaliste s'adosse à un programme politique qu'il qualifie de socialiste, ou plus précisément de socialisme démocratique, democratic socialism, qui est centré sur les notions de justice sociale et de droit économique, et dont il trace explicitement les origines à la politique du New Deal et de Roosevelt. Là où Clinton avait cherché à prendre ses distances avec Roosevelt, Sanders en refait donc l'élément central de sa pensée politique et appelle à mener à terme le projet entrepris par le New Deal. Son programme se base ainsi prioritairement sur le respect des droits des travailleurs et même s'il endosse des prises de position progressistes sur les questions culturelles et identitaires, il s'écarte dans une large mesure de la nouvelle gauche et de son prisme essentiellement identitaire. En s'inscrivant dans le sillage de Roosevelt, lequel avait déclaré en 1944 qu'un homme nécessiteux ne pouvait être véritablement libre, Sanders défend l'idée selon laquelle la liberté du citoyen dépend fondamentalement de la mise en place d'un certain nombre de droits économiques universels. Il propose ainsi la mise en place de programmes sociaux garantissant à tous un niveau de vie minimum et qui seraient financés par la suppression de certaines dépenses, notamment militaires, ainsi que par un système d'imposition progressif dont la charge reposerait en très grande partie sur les plus hauts revenus et sur les profits des grandes entreprises. En promettant la gratuité des universités publiques, l'instauration d'un salaire minimum qui permettrait à chaque travailleur de vivre dignement, la mise en place d'un Green New Deal qui permettrait de sortir le pays de sa dépendance vis-à-vis des énergies fossiles, la disparition des niches fiscales, une plus grande régulation du système bancaire, un système de santé publique pour tous, ce qu'il surnomme Medicare for All, des congés maladie indemnisés et plus récemment une semaine de 32 heures, Sanders envisage au fond de revenir à une forme d'interventionnisme étatique censé protéger les citoyens contre les risques inhérents au système capitaliste. Sanders propose au demeurant de décommodifier certains services publics, c'est-à-dire de les soustraire à l'économie de marché, et envisage ainsi la mise en place d'un nouvel équilibre entre forces du marché et forces publiques au profit de la seconde. Même s'il n'envisage pas à proprement parler la fin du capitalisme, le projet de Bernie Sanders repose donc sur un changement assez radical de paradigme politique. Cette mise en avant d'un prisme essentiellement économique vise ainsi à réaligner le Parti démocrate avec ses grassroots en l'arrimant fermement à gauche. Il s'agit en fait de ramener le Parti démocrate à sa vocation sociale première en inversant le processus de droitisation engagé par la présidence Clinton. Dans un message publié sur Twitter en novembre 2019, Alexandria Ocasio-Cortez avait affirmé qu'il ne s'agissait pas tant de pousser le Parti démocrate vers la gauche, mais plutôt de le ramener chez lui. Dans le contexte de l'élection présidentielle de 2016, ce message essentiellement centré sur les enjeux économiques a offert un contraste très net
avec la stratégie de la candidate de l'establishment, Hillary Clinton, qui a, elle, au contraire, cherché à jouer sur la politique des identités, les identity politics, dans le but de démonétiser le projet de Sanders en lui reprochant de ne pas assez tenir compte des enjeux identitaires et culturels. Dans un discours prononcé en février 2016 dans le Nevada, Hillary Clinton avait directement reproché à Sanders son approche essentiellement économique, martelant que la dissolution des grandes banques ne résoudrait ni les problèmes liés au racisme, ni ceux liés au sexisme, ne mettrait pas un terme aux discriminations contre la communauté LGBT, ne rendrait pas les citoyens plus accueillants vis-à-vis des immigrés et ne permettrait pas non plus la mise en place d'un système politique fonctionnel. Je vous montre l'extrait. Et la campagne de Clinton a également tenté de décrédibiliser Bernie Sanders en dépeignant sa base électorale comme étant essentiellement composée d'un électorat blanc, masculin et misogyne. Le qualificatif de Bernie Bro a ainsi servi à véhiculer l'idée selon laquelle Bernie Sanders ne serait pas assez attentif aux questions de discrimination, en particulier envers les femmes. Des activistes issus du mouvement Black Lives Matter ont par ailleurs entravé la tenue de plusieurs discours de Bernie Sanders durant la campagne présidentielle, reprochant au candidat de ne pas mettre la lutte pour l'égalité raciale au cœur de son projet politique, alors même qu'il a longtemps été très engagé sur cette question et qu'il défend de manière générale des positions très progressistes sur les questions de discrimination et d'égalité raciale. Seulement pour Sanders, la question raciale doit nécessairement être intégrée à un prisme économique, sans quoi il ne sera pas possible de venir à bout du problème. Donc cette volonté de réorienter le libéralisme démocrate en l'adossant de nouveau à un message égalitariste va de pair avec une volonté de confrontation avec l'establishment du Parti démocrate. Dès les années 1980, Bernie Sanders avait fait savoir son hostilité vis-à-vis du Parti démocrate, l'accusant de faillite spirituelle et intellectuelle, et avait mis en évidence sa similitude avec le Parti républicain sur le plan des idées, en comparant les deux partis américains aux personnages Tweedledee et Tweedledum d'Alice au Pays des Merveilles. Ce que Sanders reprochait et reproche au Parti démocrate, c'est de ne pas incarner d'alternative au Parti républicain, d'avoir édulcoré son message à un tel degré qu'il se trouve désormais incapable de proposer des solutions pour sortir le pays des crises économiques et politiques auxquelles il fait face. Durant la campagne pour la nomination démocrate de 2016, Bernie Sanders avait pris soin de dépeindre Hillary Clinton comme l'incarnation d'un establishment politique centriste et corrompu, en l'attaquant notamment sur ses liens étroits avec les milieux des affaires. Dans cette optique, il avait demandé à ce que soient publiés les discours gracieusement rémunérés, à hauteur de $225 000, il me semble, par discours, qu'elle avait prononcés devant des représentants du monde de la finance et qui témoignaient pour Bernie Sanders de la corruption de l'establishment du Parti démocrate et donc de son inaptitude à véritablement représenter les intérêts des travailleurs. Afin de restaurer la réputation et la vocation première du Parti démocrate, Sanders appelle donc à démocratiser le Parti démocrate, c'est-à-dire à opérer un transfert de pouvoir depuis l'establishment vers les grassroots et d'en faire, en reprenant la célèbre définition de la démocratie d'Abraham Lincoln, un parti du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il s'agit au fond de poser les bases d'un véritable mouvement des classes populaires, lequel sera capable de porter un projet politique radical.
Pour Sanders, un vrai changement politique ne peut en effet être amené que lorsque les citoyens font pression eux-mêmes sur les instances politiques. Il doit être porté par la base, par les grassroots. C'est ce que suggère le qualificatif bottom-up ici. Afin de véritablement démocratiser le Parti démocrate, d'en faire le véhicule d'un mouvement populaire, Bernie Sanders estime que le Parti démocrate doit récuser son association avec les milieux des affaires et doit donc cesser d'être financé par les entreprises privées qui ont, depuis 2010, et en vertu d'une décision de la Cour suprême, Citizens United, la possibilité de financer de manière quasi illimitée les candidats en créant des super PACs. En 2016, Bernie Sanders décide de ne pas créer de super PACs et se finance par moitié grâce aux contributions de petits donateurs, dont le don moyen s'élève à peu près $27. Ce projet de démocratisation du Parti démocrate s'adosse au demeurant à une demande plus large de radicalisation de la démocratie états-unienne, laquelle est jugée à bout de souffle car corrompue par le pouvoir de l'argent et des grands intérêts capitalistes. Selon Sanders, la problématique centrale de l'inégalité économique est intrinsèquement liée à un déficit démocratique dans la mesure où les 1% les plus riches sont également ceux qui dirigent le pays. Comme pour les populistes du XIXe siècle, la révolution politique qu'il appelle de ses vœux entend ainsi radicaliser la démocratie américaine en incluant autant que possible le peuple dans le processus décisionnel et donc en lui redonnant sa souveraineté. Dans ses discours et dans ses écrits, comme dans son slogan de campagne « Not me, us », il insiste sur l'importance de décentrer sa campagne et de l'envisager non pas comme la campagne de Bernie Sanders, mais plutôt comme le vecteur d'un vaste mouvement populaire. Ce que Sanders cherche à faire, c'est de poser les fondements d'un mouvement progressiste durable, ancré dans une large coalition des forces populaires et capable de porter les revendications du peuple. Dans son ouvrage « Where We Go From Here », Sanders explique que sa campagne présidentielle a toujours eu pour dessein d'être plus qu'une simple campagne politique. Et je cite « We were about more than a political campaign, we were about building a movement ». Et le projet de Sanders dépasse également le cadre d'une simple campagne présidentielle en ce qu'il intègre en filigrane un projet sur le plus long terme que l'on pourrait qualifier d'hégémonique, dans le sens gramscien du terme, c'est-à-dire un projet de redéfinition de l'orthodoxie dominante, un projet de redéfinition du mainstream politique. Le populisme de Bernie Sanders incarne en effet une volonté de proposer une alternative à l'hégémonie néolibérale et ce faisant, de rendre acceptables des idées qui avaient jusque-là été considérées comme trop radicales. Dans cette optique, le projet de Sanders implique donc un travail de pédagogie politique. Il s'agit en particulier de mettre en lumière la manière dont les politiques de gauche sont systématiquement discréditées et marginalisées au sein du débat public. À ce titre, Sanders invoque l'utilisation polémique qui est faite du terme socialisme et insiste notamment sur la manière dont les opposants au New Deal de Roosevelt ont instrumentalisé l'étiquette socialiste dans le but de discréditer des programmes sociaux qui sont aujourd'hui très populaires et très largement acceptés par la population. Il cite notamment le programme de retraite, le salaire minimum, l'assurance chômage, la semaine de 40 heures, etc. Sanders accuse également les médias mainstream, c'est-à-dire les grands journaux, les grandes chaînes de télé, de détourner l'attention des vrais enjeux, de ne pas poser les bonnes questions, notamment en se focalisant sur des débats identitaires ou culturels, et donc de limiter le débat public. Dans son ouvrage, il explique comment les médias déterminent non seulement ce qui est considéré comme acceptable dans le champ politique, mais contribuent également à restreindre le champ des possibles. Pour Sanders, le problème est lié au fait que les principaux conglomérats médiatiques sont détenus par une poignée de milliardaires qui, en contrôlant ce que les citoyens peuvent voir, écouter et lire, parviennent à imposer leur vision du monde et à consolider leur emprise économique et politique. Aussi, Sanders propose de radicalement repenser le rôle du financement public afin de permettre la mise en place de médias indépendants et dont l'objectif premier ne serait pas d'être rentable, mais plutôt d'informer les citoyens sur les grands enjeux politiques, ce qui permettrait en retour d'alimenter le processus démocratique. Je crois que je suis allée un peu trop vite. Non, c'est bon. Le projet de Sanders vise donc en dernière analyse à mettre en lumière la manière dont le discours officiel
et le bon sens politique servent les intérêts de la classe dominante. L'objectif de ces campagnes, il le répète, était de rendre acceptables certaines propositions politiques auparavant jugées inacceptables, car considérées comme trop radicales. Dans Where We Go From Here, Sanders explique que s'il n'a pas remporté l'élection présidentielle, sa campagne a néanmoins eu un impact idéologique, puisque des idées auparavant perçues comme marginales, telles que le salaire minimum à $15 par exemple, sont désormais devenues populaires au point d'avoir effectivement intégré le mainstream politique. Enfin, et contrairement à l'idée selon laquelle le populisme serait nécessairement antipluraliste et donc hostile à la démocratie libérale, le cas de Bernie Sanders nous montre que le populisme peut en réalité être sous-tendu par une vision pluraliste et que le peuple, auquel se réfèrent les populistes, n'est donc pas nécessairement conçu de manière homogène. En effet, Sanders met régulièrement en lumière la diversité du peuple auquel il s'adresse. Dans un discours prononcé le 7 mars 2019 dans l'Iowa, il établit ainsi un contraste entre sa vision du peuple, qu'il veut éminemment inclusive et diverse, et celle de son opposant Donald Trump, laquelle se caractérise au contraire par son exclusivité. Vous avez la citation en anglais au tableau. Donc je cite, « Donald Trump veut nous diviser en vertu de notre couleur de peau, de notre pays d'origine, de notre genre, de notre religion et de notre orientation sexuelle. Nous allons faire l'exact contraire. Nous allons rassembler notre peuple, noirs, blancs, amérindiens, américains asiatiques, homosexuels et hétérosexuels, jeunes et vieux, hommes et femmes, américains de souche et immigrants. Nous allons rassembler le peuple au sein d'un mouvement grassroots sans précédent. » Ce qui définit fondamentalement le peuple, ce n'est donc pas son homogénéité sociale, mais plutôt sa volonté de faire cause commune, de s'allier autour d'un projet politique progressiste, lequel repose fondamentalement sur la reconnaissance d'une humanité commune. Et c'est précisément ce qu'il explique dans Where We Go From Here lorsqu'il écrit « The truth is that there is a common humanity that unites all of us, no matter who we are. The differences between us pale in comparison to what we all have in common. » Donc, comme ce fut le cas pour Occupy Wall Street et pour le mouvement populiste, les revendications de souveraineté populaire et d'égalité sociale constituent chez Sanders la pierre angulaire permettant aux diverses revendications de converger et d'aboutir à la formation d'un large mouvement du peuple. Cette volonté de mettre en avant la diversité du peuple se traduit également de manière visuelle dans les affiches de campagne de Bernie Sanders notamment, lesquelles offrent une image du peuple bien distincte en termes démographiques de celle véhiculée par la campagne de Donald Trump. Vous avez les deux affiches de campagne de la campagne de Bernie Sanders à gauche et celle de Donald Trump donc à droite. Et donc pour conclure, les campagnes de Bernie Sanders ont permis de mettre en lumière le factionnalisme qui traverse le Parti démocrate, ainsi que la crise identitaire qui continue à le caractériser. En effet, le Parti démocrate se retrouve aujourd'hui tiraillé entre son establishment et ses grassroots, et donc entre différentes acceptions du libéralisme démocrate. Alors que la faction progressiste promeut un message de facture populiste, ancré dans une rhétorique de lutte des classes et un rejet des tendances élitistes de l'establishment du parti, l'establishment, lui, endosse une stratégie visant à coopter une partie de la rhétorique des grassroots, tout en briguant l'assentiment de l'électorat des banlieues et des milieux des affaires. En réveillant une ligne de fracture longtemps ignorée par l'establishment politique, celle des classes sociales, Bernie Sanders est venu occuper une place vacante et est parvenu tout à la fois à changer la donne au sein du Parti démocrate et à infléchir le mainstream politique. Ces campagnes ont notamment permis de dépoussiérer le terme de socialisme, en particulier auprès de l'électorat jeune, dont une part croissante associe désormais le terme à la notion d'égalité et à la provision d'aide gouvernementale. Et donc, plus à une idéologie subversive, comme c'était le cas auparavant. Ces campagnes ont également permis à la gauche de gagner en visibilité. Elles ont aussi rendu possible l'émergence de figures nouvelles, de figures politiques nouvelles, comme en témoigne l'élection de Alexandria Ocasio-Cortez et des membres du Squad au Congrès aux élections de mi-mandat de 2018. Donc, l'impact de Sanders s'est également illustré par la manière dont l'establishment démocrate a cherché à coopter certaines de ses positions et une partie de sa rhétorique. Nicolas Gachon parlait la semaine dernière de la stratégie de Rooseveltisation de Joe Biden, c'est-à-dire la manière dont l'establishment cherche à présenter Biden et sa politique économique comme s'inscrivant dans le sillage de la tradition libérale inaugurée par
Roosevelt. Et cette stratégie illustre parfaitement la manière dont l'aile gauche du Parti démocrate exerce désormais une influence importante sur l'élite du parti, révélant l'efficacité de la stratégie de noyautage promue par Bernie Sanders. L'importance d'obtenir le soutien des grassroots pousse l'establishment démocrate à endosser et à détourner à des fins électoralistes la rhétorique populiste. Et c'est précisément cette attitude pragmatique, laquelle est sous-tendue par une recherche constante de compromis, que je qualifie dans ma thèse de populisme des élites, et que j'oppose donc à un populisme du peuple, c'est-à-dire un populisme de facture progressiste promu par les grassroots. Et je m'arrêterai là. Donc maintenant, on va passer aux questions. Donc, mes collègues vont passer avec un micro et vous pouvez poser vos questions à Léa Chevrolet. Alors, j'en profite pour vous demander, parce qu'on a fait la remarque, quand vous posez vos questions, essayez de bien parler dans le micro pour les gens qui sont en visio, on n'entend pas bien. Plus simple, c'est qu'on soit devant le manteau. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup pour votre conférence, pour la présentation qui a été efficace et qui nous avait permis de voir un peu plus clairement le Parti démocrate. Nous avons aussi eu la chance de découvrir beaucoup plus avec Joe Biden, la semaine dernière avec M. Nicolas Gachon. En fait, ma question, elle est simple. Avec toute l'influence que Bernie Sanders a eue dans le Parti démocrate, qu'est-ce qui explique son échec aussi bien en 2016 qu'en 2020? C'est quoi la raison principale qui explique son échec? Ou bien son programme se résume à l'image que nous avait projetée M. Nicolas Gachon au Pie in the Sky? Ouais, ça comme ça. Merci. Oui, merci pour votre question. Il me semble qu'on en avait parlé un petit peu de la semaine dernière, des raisons de son échec, justement. D'une part, il y a l'establishment politique, l'establishment du Parti démocrate qui est venu frontalement s'opposer à Bernie Sanders, qui a eu très peur, justement, en voyant la popularité qu'il avait auprès de la base électorale, justement, du parti. Et donc, pendant on a vu que le système des super délégués a permis à l'establishment de créer justement de faire en sorte d'élire Hillary Clinton et Bernie Sanders s'est passé très très près de la nomination en réalité. Très très près. Je crois 8 délégués, je crois, quelque chose comme ça. 8, ouais. Est-ce que l'état-major du Parti démocrate, conscient de ce décalage qu'ils ont créé, donc la fracture dangereuse, a déjà mis en place des stratégies pour essayer de recentrer et de niveler entre guillemets tout leur électorat? Merci beaucoup, ouais, excellente question. Alors oui, je pense que l'état-major, l'establishment du Parti démocrate est effectivement conscient d'être en décalage avec ses grassroots, d'où la stratégie de Rooseveltisation dont parlait Nicolas Gachon la semaine dernière, c'est-à-dire cette tentative de présenter son candidat très centriste comme en fait l'incarnation d'un nouveau Roosevelt, comme quelqu'un de très progressiste, alors qu'il est en réalité très centriste. Voilà, donc je pense que oui, il en est conscient, et il met en place des stratégies pour essayer justement de pallier ces difficultés. Merci. Bon, moi, je vais peut-être pas lui poser une question parce que je passe ma vie à me poser. Je voudrais d'abord remercier Léa pour cette présentation qui est très très intéressante et dire quelle est l'importance. Déjà, elle soutient sa thèse l'année prochaine. La soutenance sera publique ici à Paris. Et retenez ce nom, Léa Chevrolier. Elle fait un travail que je trouve passionnant et qui est très important, c'est très rassurant pour nous, pour ma génération, de voir de jeunes chercheurs comme ça en politique s'attaquer à des montagnes pareilles. C'est-à-dire, elle s'est donnée pour objet de recherche des termes qui sont tellement surexposés qu'ils ne veulent plus rien dire. Libéraliser. Rien que le mot, le
travail que je qualifierais moi de radicalisme historiographique, c'est-à-dire qu'elle essaie de retourner à la racine, vous avez vu, à la fin du XIXe siècle, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Pour vous donner une idée de l'ampleur du problème, aux États-Unis, on dit que Trump est un populiste, mais on dit aussi que Bernie Sanders est un populiste. C'est-à-dire qu'on utilise le même terme pour utiliser des choses qui sont complètement différentes. Donc la première conclusion à tirer pour nous, enfin pour vous tous, qui êtes des citoyens, c'est que le mot populisme ne veut plus rien dire. Il ne vous enseigne plus que sur en fait, la posture idéologique de la personne qui l'utilise. Voilà. Pas une question, mais une idée, si tu veux réagir. J'étais en train de... Vous savez qu'il y a un discours victimaire en ce moment. Il y a beaucoup de sociologues qui disent que le monde d'aujourd'hui est un monde de victimes. Les femmes sont victimes, le mouvement MeToo, les Noirs sont victimes, à juste titre, attention, Black Lives Matter, etc. Et que finalement, c'est la différence avec Bernie Sanders. C'est qu'un Donald Trump se délecte, et c'est apparu dans ce que tu disais, quelqu'un comme Trump se délecte, et est très heureux qu'il y ait MeToo, et très heureux qu'il y ait Black Lives Matter, même s'il donne l'impression du contraire, parce que ça donne un os à ronger à la gauche. C'est-à-dire que pendant qu'on parle de genre, qu'on parle de discrimination raciale, qu'on parle de néo-féminisme, etc., le capitalisme, lui, peut se frotter les mains et continuer sur l'idée parce qu'on va le laisser tranquille. Voilà. Et c'est un petit peu ça qui... Il y a une réflexion à avoir là-dessus et ça peut contribuer à expliquer, je ne sais pas, tu seras peut-être plus pointu que moi, est-ce que ça peut expliquer le fait que justement, des anciennes, entre guillemets, classes populaires, donc des milieux ouvriers, des milieux du travail, ont tendance à se séparer complètement des partis de gauche, et y compris chez nous, et à basculer vers l'autre extrême. Oui, oui, et oui. Oui, je suis très contente de la question. Oui, oui, ça reprend un peu les questions que j'ai abordées dans mon dernier chapitre. Oui, oui, ouais, c'est une question très, très, très intéressante et je pense que la réponse est forcément très compliquée, enfin très complexe. Et oui, alors, effectivement, le fait de... Il y a beaucoup de personnalités de gauche, d'universitaires aussi, qui disent qu'effectivement, un message centré sur les questions économiques, ce serait plus... il serait plus à même en fait, de rallier la classe ouvrière. Alors c'est ce que fait Bernie Sanders et en même temps il inclut, enfin il est très progressiste sur les questions identitaires, les questions raciales, simplement il les intègre à ce prisme économique. Donc il ne les laisse pas complètement de côté, mais effectivement le fait de mettre en avant ce discours essentiellement économique, de questionner le capitalisme. Alors, c'est pas à moi de décider d'une stratégie politique qui serait bonne ou mauvaise, mais effectivement, elle est peut-être plus susceptible de parler aux classes ouvrières. Oui. Je pense que c'est... Ouais. Et donc, en 2016, les choses auraient peut-être pu être différentes. Oui, tout à fait, oui. Après, concernant l'électorat de Sanders, justement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, mais il a réussi à capter aussi une partie des classes ouvrières, pas non plus une part très très importante. Mais bon, c'est quand même un début par rapport à l'establishment du Parti démocrate. Merci. Merci pour cette conférence. Vraiment, c'est extrêmement intéressant pour moi qui me passe dessus. Concernant ce dépoussiérage, justement, finalement, ça fait revenir sur la place publique américaine, quelque part, des idées qui avaient été complètement rejetées, mises sous le tapis, quelque part. Et dans quelle mesure ces idées pourraient, à l'avenir, facilement, se diffuser à nouveau, revenir, vraiment, au moment où vous avez montré qu'elles reviennent un petit peu, mais à quel point elles pourraient revenir sur le devant de la scène, pour prendre une place assez prépondérante, quitte à ce qu'un futur candidat de populisme de gauche prenne beaucoup de voix à droite, et que, dans une espérance qu'à un moment les choses puissent bouger aux États-Unis. Bon, merci. Alors c'est une très bonne question. Je pense que, en fait, la question du socialisme, le socialisme, il a été surtout dépoussiéré auprès des jeunes pour le moment. Enfin, pas uniquement, mais beaucoup auprès des jeunes. On le voit par exemple dans de nouvelles publications, enfin les publications comme Jacobin ou Teen Vogue, c'est des médias qui sont des journaux qui sont orientés à gauche. Donc est-ce que en fait votre question c'est est-ce que le socialisme pourrait redevenir fédérateur au niveau vraiment national? Ça j'en sais trop rien.
je pense que oui, je pense que si on fait un travail assez approfondi qui vise à redéfinir le terme en fait, à l'arracher en fait au Parti républicain, pourquoi pas, peut-être qu'il pourrait être de nouveau fédérateur, oui, il l'est déjà auprès des grassroots. Pour l'instant, l'establishment en a peur, donc à voir si ces choses-là évoluent. Mais c'est compliqué, je pense que c'est sur le long terme. Bonjour, merci pour votre conférence. Par le biais du discours, par le peuple, pour le peuple, est-ce qu'il y a une remise en cause du système électoral indirect, que ce soit par l'establishment des grassroots? Oui, alors il critique effectivement le manque de démocratie, le fait que la démocratie ne fonctionne plus correctement et donc que la voix du peuple n'est plus entendue. Il ne remet pas en cause les institutions, mais plutôt leur fonctionnement. Et donc ce qu'il propose, c'est surtout des solutions sur le long terme, de démocratisation de la vie politique, de pédagogie politique. Voilà, il propose pas vraiment, il me semble, de refonder totalement le système politique américain. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. C'est bon. J'ai oublié de vous remercier pour votre conférence. Excusez-moi, est-ce qu'on peut considérer que la perte d'intérêt du socialisme est un peu due au fait qu'on s'habitue au miracle, si on compare au contexte d'il y a environ 60 ans aux États-Unis? Je pense que c'est surtout dû à la stratégie du Parti républicain qui a associé le socialisme au communisme en fait, et au macartisme, tout ça. Voilà, je pense que c'est surtout lié à ça. Non. Merci. J'aimerais avoir votre avis sur le mot populisme, parce que selon votre conférence, votre présentation, vous nous avez dit qu'il y a des débats par rapport à ce concept-là. Il y a des personnes qui disent que c'est démocratique, d'autres qui disent que c'est antidémocratique, parce que finalement, le discours des populistes, c'est comme s'ils détiennent le bâton magique et une fois élus, ils vont résoudre tous les problèmes de la société, toutes les inégalités. Est-ce que, selon vous, le populisme, c'est quelque chose de démocratique ou pas? Alors, effectivement, j'ai fait j'ai essayé de résumer un peu les positions de certains universitaires, et je vous disais ensuite que moi j'utilisais j'utilisais le populisme, ou j'envisageais plutôt le populisme comme le symptôme d'une crise de la démocratie représentative. C'est-à-dire que les populistes estiment que le peuple, qu'il y aurait une faille, une trop grande faille entre l'establishment et les grassroots, entre le peuple, les représentants et leurs représentés. Voilà. C'est ça, selon moi, ce que révèle le populisme. Cette crise de la représentation politique. Donc j'estime pas que le populisme est antidémocratique, pas du tout, puisque je l'ai montré avec Bernie Sanders. Il peut tout à fait être démocratique et libéral. Voilà, ce qu'il indique, c'est une crise de la représentation politique. Moi, en complément de ce que vient de dire Léa, j'ai envie d'être iconoclaste et de vous dire que le populisme est extrêmement démocratique. Pour une raison simple, c'est que le populisme est un outil. Alors, sa thèse s'intitule « Populisme du peuple contre le populisme des élites ». Ça veut dire que le peuple va se saisir du populisme pour revendiquer un certain nombre de choses, pour se faire entendre, et les élites vont user du populisme pour se faire élire. Donc, en cela, le populisme est un outil. Donc, en cela, jusque-là, il est parfaitement démocratique. Le problème, il ne se situe pas à ce niveau-là. Il se situe au niveau de ce que vont faire les intéressés une fois élus.
une fois élu. On n'a pas besoin d'être sorti de Sciences Po pour comprendre qu'il va y avoir une différence de comportement entre l'élection éventuelle d'un Bernie Sanders et la réélection éventuelle d'un Donald Trump. Donc on a eu des avant-goûts le 6 janvier 2021. Voilà. Finalement, j'aimerais revenir sur ce que... faire le lien surtout en fait sur ce que disait M. Nicolas Gachon, sur le fait que, en effet, vous vous intéressez vraiment aux racines des choses, aux racines des mots. Et justement, je me posais la question, populisme et démocratie, finalement, comment faire bien la différence, sachant que les deux, ça veut en soi dire peuple, enfin, c'est censé représenter les gens. Je ne sais pas si ma question est claire. La différence entre le populisme et la démocratie, alors la démocratie c'est un système politique et le populisme il est utilisé pour caractériser des personnalités politiques, des modes de gouvernance. Donc je pense pas qu'on puisse vraiment les comparer comme ça, populisme versus démocratie. Mais effectivement, comme disait Nicolas, le populisme est étroitement lié en fait à la démocratie. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer au début de ma communication, je crois. C'est qu'il y a vraiment un lien très étroit et très problématique, en tout cas chez les universitaires, entre le populisme et la démocratie, et de savoir s'il est ou non démocratique. Peut-être que Nicolas, tu veux rebondir là-dessus, je ne sais pas. Pour simplifier vraiment à l'extrême, je vous dirais que si la démocratie fonctionnait bien, il n'y aurait pas de populisme, tout simplement. Le populisme est un symptôme de dysfonctionnement de la démocratie. Bernie Sanders n'aurait pas besoin d'être populiste si la démocratie fonctionnait, parce qu'il n'aurait pas de cause à défendre. Et si la démocratie fonctionnait sainement, même les populismes de droite se trouveraient donc assujettis au fonctionnement démocratique, électoral, représentatif normal. Le populisme est le symptôme de dysfonction, qu'il soit de droite ou de gauche, le dysfonctionnement de la démocratie. Merci pour la conférence. À quel point est-ce que la guerre froide, ça peut expliquer le virage à droite qu'on a eu dans le Parti démocrate et le fait que ce soit accepté aussi par l'électorat? Et à quel point aujourd'hui, avec cette histoire-là, c'est encore audible le système socialiste en fait? À quel point est-ce que c'est encore lié dans l'imaginaire au communisme et à ce qui s'est passé en URSS? Ou à quel point les gens arrivent à faire la différence et peuvent entendre quand même ces idées-là aujourd'hui? Alors, oui, effectivement, la guerre froide, ça a été un tournant pour le Parti démocrate, qui a déjà commencé à virer à droite, en fait, à ce moment-là. Et il a abandonné une partie de son logiciel qui était trop estimé trop à gauche. On voit déjà un décalage vers la droite du Parti démocrate à ce moment-là. La question, vous parliez du socialisme après, de savoir si l'impact qu'a eu la guerre froide, c'est ça sur le... Non. Et à quel point la peur du communisme, elle impacte aujourd'hui le fait qu'un discours socialiste soit audible ou pas? Je pense que c'est encore présent, c'est encore très présent chez les républicains. Dans le discours républicain qui continue à véhiculer cette idée que socialisme et communisme, ce serait la même chose. Et donc ça continue à informer une partie de l'opinion publique, et en même temps, de moins en moins. On le voit dans les sondages, une partie de la population commence à voir le socialisme comme quelque chose qui serait semblable à notre social-démocratie, à l'État-providence, aux aides gouvernementales, etc. Donc on a un début de transition, si on veut, mais bon, il reste quand même, chez les républicains, socialisme, ça reste communisme, et ça reste un gros mot.
et chez une grande, peut-être même pas que chez les républicains d'ailleurs, chez une partie de la population. Je me permettrai, moi du coup, j'avais préparé une petite question qui rebondit là-dessus. C'est vrai que moi, bêtement, quand on parle de Bernie Sanders, j'essaye de chercher une comparaison avec des politiques français. Et quand on entend son programme, c'est vrai que bon, si on entend Trump, ça va être un communiste très très doué. Mais est-ce que ce serait intéressant de comparer par exemple le programme de Bernie Sanders peut-être au programme de Benoît Hamon en 2017 ou alors Notre ennemi c'est le monde de la finance de François Hollande? Ou c'est à quoi ça? Alors pas François Hollande, je pense. C'est difficile. Je pense qu'on n'a pas d'équivalent, forcément, on n'a pas d'équivalent exact en France. On peut considérer que c'est un programme social-démocrate bien à gauche et plus à gauche que par exemple celui qui est proposé par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Je pense qu'il est plus à gauche, plus radical, dans le sens où je vous parlais de cette volonté de changer l'hégémonie, de vraiment voilà, de revitaliser la démocratie, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose c'est un discours quand même qui est très critique, très critique vis-à-vis du système capitaliste. Je pense qu'il est un peu plus radical voilà, que nos figures... mais bon, je ne suis pas sûre à 100% que tout le monde soit d'accord. Voilà. Par rapport à la volonté, par rapport à la volonté de Sanders d'influencer le mainstream plus vers la gauche, alors je ne sais pas si on a encore assez de recul pour savoir, mais à quel point ça fonctionne? Alors j'en parlais à la toute fin, et voilà. En tout cas sur les termes de socialisme et tout ça, on voit que ça a évolué quand même. Lui clame aussi, et on voit dans les sondages, il y a ces idées de Medicare for All, de salaire minimum à $15, tout ça, c'est quand même rentré dans le mainstream démocrate à minima. Donc il a quand même réussi à influencer à ce niveau-là le mainstream politique, en rendant acceptables ces idées-là. Merci pour donc cet exposé. Moi j'avais une question sur la notion de populisme et son rapport avec la lutte des classes. Que vous avez dit en introduction que c'était que via le médium du populisme, il y avait un renouveau de la lutte des classes, mais c'est exactement l'inverse en fait que disent les théoriciens, Chantal Mouffe et Ernest Laclau par exemple, qui ont inspiré d'ailleurs un peu la dynamique mélenchoniste assez récente. Et j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations là-dessus, parce qu'en fait, le populisme, comme vous l'avez défini, c'est la tension entre grassroots d'un côté et establishment, donc 99%, 1%. Or, la lutte des classes, c'est pas juste pointer une oligarchie, c'est pointer un système d'exploitation économique un peu plus global, pointer aussi la propriété privée des moyens de production. La lutte des classes, en tout cas dans la vision socialiste européenne classique, c'est plutôt ça. Et il me semble du coup que c'est pas forcément la même chose, la même rhétorique. Oui, tout à fait. Oui, alors j'ai plus tout à fait Ernesto Laclau et Chantal Mouffe en tête, mais effectivement eux considèrent, mais ils envisagent ça comme une stratégie politique, ce qui n'est pas exactement comme ça que je l'envisageais dans ma présentation. Mais selon eux, effectivement, cette stratégie elle reposerait sur une confrontation entre du coup le peuple et les élites. Et le peuple, ce ne serait pas forcément la classe ouvrière, ce serait beaucoup plus vaste en fait. Ça inclurait les classes moyennes, voilà. Donc ça inclurait pas que la classe ouvrière. Et dans ce sens-là, effectivement, ce n'est pas à proprement parler un discours de... Enfin, c'est pas un discours de lutte des classes au sens socialiste du 19e siècle. En revanche, la manière dont il est envisagé par Bernie Sanders, les 1%, c'est le monde de la finance, c'est la classe capitaliste, et le peuple, c'est les travailleurs
qu'il définit de manière aussi plus large, en incluant la classe moyenne. Voilà. Donc, je pense qu'on peut quand même considérer que le populisme de Bernie Sanders s'inspire d'une rhétorique de lutte des classes. Je pense pas que ce soit... Voilà. Bon, on a très bien répondu à la question, mais pour simplifier le débat, je vous invite surtout à ne jamais, au grand jamais, décalquer le système français sur le système américain. Pour faire simple, il y a un ouvrage dans les années 50 d'un historien qui s'appelle Louis Hartz, je les confonds toujours, Louis Hartz, qui s'appelle The Liberal Tradition in America, et qui explique tout simplement que les États-Unis sont un pays de tradition libérale. Et que la lutte des classes, ça n'a tout simplement jamais existé aux États-Unis. Jamais. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Hein. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre la France et donc les idéologies européennes. Nous, ce qui marque la différence entre la gauche et la droite en France, c'est la lutte des classes. C'est que le tissu s'est séparé entre des gens qui ont soutenu les patrons et d'autres qui ont soutenu les ouvriers. C'est ça le marqueur droite-gauche. Aux États-Unis, pas du tout. Pas du tout. Et donc, c'est une erreur de dire que le Parti démocrate, c'est l'équivalent de la gauche et que le Parti républicain, c'est l'équivalent de la droite. C'est pas aussi simple que ça. Barack Obama a soutenu Emmanuel Macron à la dernière présidentielle. Donc, je vous rends compte. Bonjour, merci pour votre conférence. Vous avez parlé de néolibéralisme. Je voulais savoir est-ce que vous pensez qu'on peut considérer que le retour d'un interventionnisme étatique au sein du Parti démocrate sous Biden, avec l'IRA ou le Leadership Act, ça peut être considéré comme un tournant dans la politique néolibérale du Parti démocrate depuis l'administration Clinton? Merci. Alors, c'est un tournant rhétorique. En revanche, je ne pense pas que ce soit une remise en question du néolibéralisme qui, de fait, n'est pas un non-interventionnisme. Et dans ce sens, je pense que c'est davantage un tournant rhétorique de ce dont parlait Nicolas Gachon, cette stratégie de rooseveltisation, de présenter ça comme des projets très ambitieux de retour de l'État. L'État n'a jamais vraiment disparu, même sous le néolibéralisme. Donc dans ce sens, non, je ne pense pas que ce soit une remise en question du néolibéralisme, plutôt un tournant rhétorique, je dirais, pour le Parti démocrate. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, j'ai juste une petite question. De par le groupe entre Bernie Sanders et la structure qu'il a engendrée, qu'il a continué en fait de créer, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui reprend Bernie Sanders malgré qu'il ne se soit pas présenté dans les grandes élections de 2024? Parce que je pense que ça serait dommage dans ce qu'il a créé qu'il n'y ait personne aujourd'hui qui suive. Alors, il a beaucoup de soutien. Donc je parlais tout à l'heure de Alexandria Ocasio-Cortez, qui en partie reprend. Elle a toujours soutenu Bernie Sanders et les membres du squad. Enfin, il y a quand même des personnalités politiques qui s'inscrivent dans son sillage. Par contre, on n'a pas vraiment de candidat aujourd'hui aux élections qui incarnent ce projet. Non, pas vraiment. Non. Peut-être plus tard, pas pour le moment. Y a-t-il encore des questions? Non,
Président. Merci beaucoup pour votre conférence en tout cas. Et je vais laisser Tom conclure. Eh bien, comme l'a dit Alban, c'est le moment de conclure. Alors j'aimerais tout d'abord vous remercier, vous, mesdames et messieurs, d'être venus, ceux qui sont venus la première fois, ceux qui sont venus maintenant, ceux qui sont venus les deux, c'est encore mieux. J'aimerais bien évidemment remercier Monsieur Gachon et Madame Chevrolier pour ces deux conférences. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. J'aimerais remercier Alban qui est à mes côtés, qui a eu l'idée originelle de faire ce cycle de conférences. J'aimerais aussi remercier tout le personnel de l'université qui a contribué à mettre en place ce projet. Je pense à Fabrice Martin, qui nous a apporté son aide dès la première heure, à Maëlle Ego et Julie Frison du secrétariat d'histoire pour la diffusion, à Fabrice Chomara du service communication, Marie-Flavie de la SVE, aussi le service de l'imprimerie de l'université Paul Valéry, l'équipe de la DMG de Saint-Charles, la présidence pour nous avoir accordé sa confiance. Et enfin et surtout, j'aimerais remercier mes camarades et amis de l'association IRIS qui ont œuvré dans l'ombre à mettre à bien ce projet. Je pense bien évidemment à Alban, Sarah, Maria, Sam, Julien, et oui Julien, Emma, Noah et Léo. Voilà, j'aimerais les remercier et j'aimerais une dernière fois vous remercier.